Nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour. N'hésitez pas, continuez, partagez l'information avec l'émission Ça va causer. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons un grand monsieur, son nom, Mahamat Issa Hamid. Il est originaire du Tchad et ce grand monsieur est le coordonnateur du collège politique des Tchadiens au Canada. En fait, on va parler avec lui justement de la situation politique de son pays et pourquoi pas aussi l'économie et le social. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour, monsieur Henri, c'est gentil. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien, merci. Merci. Parfait. Alors, monsieur Mahamat Issa Hamid, vous êtes juriste de formation, si je ne m'abuse, et vous êtes également le coordonnateur du collège politique des Tchadiens. Pouvez-vous nous en parler? En effet, le collège politique des activistes tchadiens du Canada, c'est un organisme à but non lucratif. C'est une organisation qui a pour objectif de défendre les droits de l'homme, de parler sur la corruption au Tchad, de parler aussi sur l'injustice sociale, sur l'injustice au niveau de la fonction publique, aussi dans le secteur du chômage, de la jeunesse. Et par ailleurs, c'est aussi une organisation qui évoque les questions d'alternance démocratique, précisément au Tchad, comme il n'y en a pas assez de la démocratie. Donc c'est une organisation qui touche des doigts des questions qui sont sensibles au Tchad. Et donc c'est pour cette raison qu'il a été créé. D'accord. Si j'ai bien suivi votre communication, en fait, on ne parle pas ici d'une organisation qui touche les questions concernant les Tchadiens ici au Canada, qui s'occupe d'aider, d'assister les Tchadiens ici au Canada, comme ça se fait très souvent. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, effectivement, c'est le cas, parce que c'est une organisation qui est non seulement dans le cadre d'évoquer les questions sensibles comme les questions des droits de l'homme dans notre pays d'origine, mais aussi elle est là pour assister les nouveaux arrivants comme les réfugiés tchadiens qui viennent ici, qui sont en difficulté et qui sont ici, et qui leur permet aussi d'avoir accès à l'intégration, d'avoir accès à l'emploi et aussi accès au logement. Et donc, c'est une organisation qui a des branches. Une branche qui parle sur les pays de départ et une autre branche qui s'occupe également des nouveaux arrivants ici. Et comment s'appelle votre organisme? C'est le Collège politique des activistes tchadiens du Canada. D'accord. Vous êtes combien à peu près ici, juste des Tchadiens ici à Montréal? Les Tchadiens ici, j'allais dire approximativement dans les 500 à 600 personnes. C'est pratiquement les jeunes que moi je connaissais. Oui. Et donc il se peut qu'il y a aussi des anciens qui sont venus dans les années 80, dans les années 90. Mais pratiquement, on ne peut pas y aller au-delà de 1000 personnes. D'accord. On va situer un petit peu le Tchad pour permettre à notre public de très très bien vous situer. Le Tchad, un pays anciennement colonisé par la France, si je ne m'abuse, c'est une ancienne colonie française, n'est-ce pas? Jusqu'à son indépendance, qui était arrivée quand même dans les années 60 et quelques 62, 63, quelque chose du genre. Vous allez me corriger un petit peu plus. Comment présenter ce pays? Est-ce qu'on peut parler du Tchad comme étant un pays de l'Afrique francophone? Oui, en effet, parce que le Tchad, c'est un pays qui a une histoire assez complexe. Racontez-nous. D'abord, le Tchad a été une ancienne colonie de la France. Il a été colonisé en 1960 comme la majorité des pays de l'Afrique francophone. Oui. Il a accédé à son indépendance en 1960, mais avant cela, il faut rappeler que en 1940, à la Seconde Guerre mondiale, le Tchad a servi une position stratégique à la France et il a aussi répondu à l'appel du général de Gaulle de 1940, où l'armée tchadienne a participé à côté des tirailleurs sénégalais pour aller libérer la France libre de l'occupation allemande. Et ensuite, comme sa position est très stratégique, sa position est aussi très géopolitique,
Donc, le Tchad a servi une base militaire toutes les années qui suivent. C'est-à-dire depuis 60, finalement? Oui, avant 60. Avant 60? Oui, avant 60, parce que le Tchad a eu sa proclamation en 1958, donc en novembre 1958. En 58, que se passe-t-il en 58? Donc, en 58, le Tchad était d'abord une colonie de l'AF, ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française. Et comme le Congo-Brazzaville était la capitale de l'AF, et ensuite l'administration militaire de la France était au Tchad, et sous les gouverneurs qu'on appelle Félix Houphouët et Félix Éboué, tout simplement. Et ensuite, la France a trouvé au Tchad un pays qui est en proie face aux envahisseurs. Et donc, il a aussitôt investi le Tchad comme un pays indépendant. Aux envahisseurs? Quels envahisseurs? Bon, il y a aussi la Libye qui voulait annexer le nord du Tchad. Et il y a aussi le Soudan qui voulait annexer aussi. On parle de quelle année ici? On parle des années 60 toujours? 70? Oui, depuis 1960. Parce que depuis 1960, le Tchad, au nord du Tchad, on a des sous-sols qui sont assez riches. On a l'uranium, on a le pétrole. Et donc, ces richesses-là ont servi un peu la convoitise à la Libye et aussi au Soudan. Au Soudan, d'accord. Oui, donc c'est pour cette raison que la France voulait protéger ces Tchads-là. Et ensuite, donc, en 1960, le Tchad a accédé à l'indépendance sous François Ngarta Tambalbaye. Tombalbaye, le président Tombalbaye. Effectivement. Le Tchad accède à son indépendance. Le président Tombalbaye, qui était considéré comme l'un des grands chefs d'État de l'époque, on parle ici des années 70 à peu près, Tombalbaye règne en grand maître. Tombalbaye, des années plus tard, en fait, on parle ici d'une période où les régimes africains, pour la plupart, deviennent pratiquement, où l'on tombe dans la dictature graduellement, où le parti unique comme tel devient la norme, où l'homme politique, le président, devient quasiment un dieu. Et est-ce que c'était le cas chez Tombalbaye? Bon, oui, précisément parce que comme la majorité des pays africains qui ont accédé à l'indépendance, il y a la dictature qui s'est d'abord imposée, il y a les partis uniques, et comme Tombalbaye aussi a accédé au pouvoir en 1960, il a profité de la division du pays par... il a profité des intentions de division des pays par certains hommes politiques qui sont issus du nord du Tchad. Donc, Tombalbaye a imposé les partis uniques. Il a fondé en 1960, je crois, dans le mois de septembre 1960, le parti PPT-RDA. C'est un parti qui est progressiste. Et après, il a essayé d'imposer au Tchad ce qu'on appelle la dictature. Donc, il n'y a pas assez de liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de manifestation. Il n'y a pas non plus aussi la liberté de choix. Il y a aussi parfois des rites traditionnels qu'on impose à certains hommes de l'administration. C'est une rite des initiations qu'on appelle Yondo. Et donc, il n'y a pas assez d'ouverture de débat sur le pouvoir de Ngarta Tombalbaye. Ce rite-là qu'on appelle Yondo, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Parce que pour le grand public ici, qui vous suit, ça paraît bizarre quand même, parler de rite en politique. Oui, bon, comme vous savez, l'Afrique est mystérieuse, donc l'Afrique des traditions. Après les années 60, il y a certains pays africains qui ont toujours conservé leur identité culturelle et surtout leur identité traditionnelle qui faisait les richesses. Donc, le Yondo, c'est une initiative de pureté spirituelle. C'est pas une... De pureté spirituelle. De pureté spirituelle africaine, effectivement. C'est un rite qui consiste à essayer de forger le mental de l'homme. Ça lui permet aussi d'être très rationnel dans l'administration, d'éviter la corruption, de s'imposer dans les principes. Ça existe réellement. Oui, ça existe réellement. Éviter la corruption. Éviter la corruption, dans les années 60, effectivement. Et donc c'est un rituel qui permet la bonne conduite aux membres qui sont dans l'administration. D'autant plus que c'est une administration qui a été nouvellement créée. Et donc la ration administrative, la bonne gestion, la bonne foi, les principes des réserves, donc les obligations des réserves, effectivement, sont quelque chose de très essentiel
qui tient à cœur au président Arta Tambay. D'accord. Vous êtes un pays essentiellement musulman. Est-ce que je ne me trompe? Un Tchad. pays pas essentiellement musulman, mais qui est, je peux dire, 80% musulman et 20% chrétien. 20% Ouais, selon les statistiques actuelles. chrétiens. Dites-moi, Tombalbaye au pouvoir, Tombalbaye finit par se faire assassiner. Mais assassiner. Et la famille disparaît, fuit. J'ai entendu parler même jusqu'à Montréal et même jusqu'à Haïti. Vous me diriez qu'ils sont peut-être de retour chez eux. Tombalbaye a été assassiné. Que s'est-il passé exactement? Écoutez, en 1975, avant, juste avril 1975, Tambalbaye s'en est pris à l'armée. Et donc, il s'en est pris à quelques hauts gradés de l'armée. Il a arrêté quelques-uns. D'après l'histoire, c'est quelque chose de très historique. Il soupçonnait un coup d'État Voilà. militaire, c'est bien ça? Oui, il a été constaté que Tambalbaye a été informé par ses gardes rapprochés qu'il y a une préparation du coup d'État qui se prépare, et cette préparation est l'œuvre donc des hauts gradés de l'armée. Qu'il a fait arrêter. Voilà, il a fait arrêter certains hauts gradés de l'armée. Et donc, au sein de l'armée, il y a eu les mécontentements. Et donc, par-ci, par-là, il y a un peu de bruit. Et donc, c'est qui a poussé à une filière de l'armée, à sa tête, M. Abdelkader Kambougé, qui est aussi décédé, paix à son âme. Et donc, il a décidé de renverser le président Tambalbaye. Et le président Tambalbaye a refusé de se rendre. Et donc, il y a eu une attaque disproportionnée et il a trouvé malheureusement la tragique mort. Donc, c'est ainsi qu'il a été tué dans la guerre. Il n'a pas été assassiné. Quand on dit assassiné, c'est prémédité. Donc, il a été tué dans la guerre lors de l'accrochage entre la garde présidentielle et l'armée régulière qui voulait renverser M. Tambalbaye. D'accord, mais c'est toujours cette même raison-là que l'on donne à la population. Je vais aller très vite, parce que nous avons quand même traîné un peu. Je vais aller très vite. Hissène Habré, on va à l'époque Hissène Habré, un autre militaire, un peu plus tard, débarque, il est au pouvoir. Est-ce que ces hommes-là sont-ils supportés par la France? Je vous parle de Tombalbaye et je vous parle d'Hissène Habré. Bon, Tambalbaye, c'est quelqu'un qui a d'abord travaillé dans l'administration française. Il a travaillé dans l'Assemblée française. Et Tambalbaye a, en quelque sorte, un rapprochement objectif avec la France. Il a souvent copié des modèles de gestion administrative de la France. Et d'ailleurs, la plupart des temps, ce sont des hommes français qui viennent pour faire la réforme administrative au Tchad. On va revenir à Hissène Habré parce que le temps passe très vite. Mais Hissène Habré, c'est un fruit aussi de la France. Mais il a décidé de combattre la France parce qu'à un moment donné, la France voudrait imposer certains modèles à un pays qui est indépendant depuis 1960. Et rappelons que Hissène Habré a pris le pouvoir en 1982. Et comme la France voudrait imposer à Hissène Habré dans certaines choses, elle voulait dicter la conduite du pouvoir. Et Hissène Habré a refusé. Et donc, il y a eu le renversement d'Hissène Habré par Idriss Déby, qui est arrivé au pouvoir en 1990. Et lui-même aussi, est-ce que c'est un accident? Ou est-ce qu'on parle ici, je vais très vite, est-ce qu'on parle ici d'accident entre deux officiers ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un coup planifié, organisé par la puissance hégémonique? Bon, pour Hissène Habré, c'est un coup qui a été planifié méticuleusement par la France, parce que la rébellion d'Idriss Déby, c'est une rébellion qui a été financée par la France pour essayer de renverser Hissène Habré, qui menaçait les intérêts de la France en Afrique, et plus particulièrement au Tchad. Et donc, on lui a fait le même coup, c'est bien ça? On a fait le même coup. Et là, c'est plutôt son fils. Oui, et là, c'est Idriss Déby, autant pour moi. C'est le fils d'Idriss Déby qui est là, qui est Mamad Idriss Déby. Donc, la raison fondamentale pour nous aussi de lutter contre ce régime. Qu'est-ce que vous reprochez à ce régime? Bon, à ce régime, écoutez, depuis 1990, le Tchad a connu des périodes qui sont très difficiles. Et il y a la vie qui est chère, le pays n'avance pas. Et le Tchad a débuté l'exploitation du pétrole, de l'or noir, qu'on appelle communément au Tchad, en 2003.
Donc, depuis 2003, ça fait précisément presque 21 ans, et il n'y a pas de bon équilibre dans la gestion administrative. Il y a la corruption qui est partout, le pays est par terre, il y a plusieurs échecs dans la gestion du gouvernement. Échec dans tous les développements, dans le sens des infrastructures, dans le sens des couches sociales. Et donc, c'est ces problèmes-là qui nous a poussés à critiquer le régime. Parce que c'est ça le problème. Ok. Ouais. Dernièrement, il y a eu un autre, je ne dirais pas assassinat, mais vous me direz encore une autre bagarre militaire. L'opposant principal est mort. Que se passe-t-il? Bon, l'opposant qui a été assassiné s'appelle Yaya Dillo. C'était un opposant Mais ils ne disent pas assassiné, ils disent que la même chose que vous. Il y a eu guerre, il y a eu bataille, ils se sont présentés, il a refusé de se rendre et voilà, il est mort. Effectivement, ça c'est la version que le gouvernement français, à travers le gouvernement tchadien, la version officielle en fait, à travers son ministère de communication. Quelle est votre version? Qui essaie de rassurer. Selon ma position à moi, Yaya Dillo était un opposant crédible pour le Tchad, a été assassiné. Parce qu'il a été dans son siège. Mais vous n'avez pas de preuves? Oui, j'en ai des preuves. Lesquelles? Sortez-les. Bon, je vous les transmettrai après, à la fin de cette émission. On en parle. Et donc, il a été, naturellement, assassiné parce qu'il a été le seul opposant crédible. Comme Mamad Déby aussi est venu au pouvoir par la France, il a été un président adoptif de la France. Et donc, il a essayé de continuer de se pérenniser au pouvoir. Et nous, à notre niveau, en tant que peuple libre tchadien, avions refusé la dynastie au Tchad. Comme le Tchad est un pays démocratique, nous voudrions que c'est le peuple tchadien qui choisisse son dirigeant. Le fils Déby se présente, il l'a dit, il s'est présenté. Je me présente comme président de la République aux prochaines élections. Il avait dit qu'il allait céder le pouvoir aux civils, mais il se présente. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, ainsi que votre mouvement, de vous présenter également aux prochaines élections tchadiennes? Bon, nous, d'ailleurs, nous n'avons pas des intentions de conquête du pouvoir. Nous sommes une organisation un peu dans les dénonciations et dans les critiques de mauvaise gestion. Vous préférez critiquer que d'agir? Nous préférons proposer des solutions et critiquer s'il y a en quelque sorte les navires qui voudraient prendre des naufrages. Parce que depuis son arrivée, Mamad Déby, en 2021, après la mort tragique de son père, il a conduit le pays dans un chemin très difficile. Et donc la vie est très chère, les peuples crient partout, et il y a la souffrance partout, il y a la corruption, et nous voudrions qu'il puisse changer cette méthode. Et s'il est incapable de diriger le pays, qu'il doit laisser le pays à un civil. Parce que nous avons toujours eu des preuves palpables que les militaires ne peuvent pas gérer le pays, d'où l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Je dois vous remercier très sincèrement, c'est malheureusement tout le temps que nous avons eu. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. C'est un réel plaisir. Merci. Alors voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires ou si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, ce sera avec grand plaisir. Et pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.